Allô, allô. Allô, ouais, ouais, c'est bon. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde et merci pour votre présence en personne ici et à distance depuis le campus de Reims. Je tiens tout d'abord à remercier Thomas Vitale et toute l'équipe de l'école urbaine pour l'organisation de cet événement sur les émeutes de juin 2023 qui amorce une série de discussions sur ces événements et qui auront lieu voilà, dans les semaines et mois à venir. Mais avant de lancer la table ronde, je voudrais revenir sur quelques éléments de contexte, juste pour qu'on soit un peu au clair de quoi on parle. Le 27 juin 2023, Naël Merzouk, 17 ans, a été tué par un policier à Nanterre après un refus d'obtempérer allégué. L'interaction a été filmée de loin et la vidéo se met très rapidement à circuler. Tous ont pu découvrir des images choquantes d'un policier qui brandit son arme et tire sur le jeune homme qui était dans une voiture. Cette mort a suscité une réaction très forte sur les réseaux sociaux, dans les médias et puis dans l'espace public. Dans les jours et surtout les nuits qui ont suivi cette mort, ont éclaté des émeutes, des violences urbaines, et ce, pendant 8 jours. C'était le cas dans certains quartiers de Nanterre, dans d'autres communes des Hauts-de-Seine, puis de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines, mais aussi très rapidement en dehors d'Île-de-France, avec un embrasement constaté dans des grandes villes comme Marseille, Toulouse, Lille, dans des villes plus moyennes comme Saint-Quentin, Givors ou Lorient, voire même dans des petites communes. En tout, les émeutes se sont étendues sur plus de 550 communes. Des voitures, bus et immeubles ont été incendiés. Des bâtiments de services publics comme les mairies, bibliothèques, écoles ou commissariats ont été ciblés par des dégradations et des élus ont été pris à partie, parfois de manière violente, comme ça a été le cas pour La Haye et Rose, dans le sud de Paris. Des commerces ont aussi été pillés. En tout, plus de 2500 bâtiments et 258 commissariats ou casernes de gendarmerie ont été dégradés et près de 6000 véhicules incendiés. 3600 personnes ont été interpellées, dont 1149 mineurs, et 2 personnes sont mortes à Marseille et à Cayenne. Ce sont des jeunes et des moins jeunes qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère, leur ressentiment, face à un nouvel événement de mort dans un quartier populaire suite à une rencontre avec la police. Les problématiques dénoncées sont multiples: précarité, racisme, discrimination, chômage, relégation spatiale et sociale. Ces événements rappellent par ailleurs d'autres émeutes, celles de 2005, qui ont été suscitées par la mort de 2 jeunes, Ziad Benna et Bouna Traoré, qui tentaient d'échapper à un contrôle de police. Et nous pourrons explorer ensemble les similarités et différences entre les événements de 2005 et de 2023. Aujourd'hui, 3 mois se sont écoulés depuis la fin de ces émeutes. Avec le recul certes limité que nous avons, ce soir, nous allons essayer de répondre ensemble à quelques questions. Tout d'abord, comment interpréter la géographie et l'ampleur des émeutes? Que révèlent les émeutes sur le rapport des jeunes aux villes, aux territoires et aux quartiers?
Et plus généralement, que nous disent ces émeutes sur des questions profondes qui articulent le sentiment de discrimination, la structure des inégalités territoriales et les conditions de participation à la vie sociale et démocratique des territoires. Pour échanger avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'écouter tout d'abord Marion Carrel, professeure en sociologie à l'Université de Lille, qui travaille sur la démocratie participative et le développement du pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, et qui a notamment contribué à l'ouvrage « L'épreuve des discriminations », enquête sur les discriminations et la politisation dans les quartiers populaires, paru en 2021. Ensuite, nous écouterons Marco Oberti, professeur à Sciences Po, enseignant à l'école urbaine et chercheur au Centre de recherche sur les inégalités sociales. Il a notamment co-dirigé l'ouvrage « Émeutes urbaines et protestations, une singularité française », paru en 2006. Et enfin, nous écouterons François Gilly, économiste spécialiste... Ah oui, pardon, Frédéric, excusez-moi. Économiste spécialiste des questions urbaines, professeur affilié à l'école urbaine de Sciences Po, qui a notamment publié La promesse démocratique en 2022, ainsi que 50 cartes à voir avant d'aller voter. Vous serez bien sûr invité, à la suite de ces présentations, à réagir, que ce soit pour poser des questions, proposer des analyses complémentaires ou apporter votre témoignage, que ce soit ici dans la pièce ou à nouveau à distance pour les personnes qui nous suivent. Et donc, je vous laisse la parole pour 20 minutes. Alors, merci beaucoup à l'École urbaine de Sciences Po pour l'organisation de ce débat à plusieurs voix pour ces événements dramatiques qui se sont déroulés et qui n'ont pas fini d'avoir des effets sur des milliers de gens. Les jeunes condamnés parfois à des lourdes peines, les blessés du côté des jeunes comme de la police, et puis les habitantes impactés par la destruction des bâtiments publics et des transports publics. En tout cas, il y a peu de lieux où on peut débattre de ce tsunami qui nous est arrivé il y a 3 mois, donc merci aux organisateurs, aux organisatrices. Pour ouvrir la discussion, je vais donner 3 points de discussion qui sont nourris de mes recherches dans les quartiers populaires sur les questions de démocratie participative, d'expériences de discrimination et de politisation ordinaire des habitantes et des habitants. Premier point, les morts qui sont liées à la police font partie du quotidien des habitants des quartiers populaires, mais ces morts sont absentes du débat public français. Donc quelques mots sur le vécu quotidien de ces habitants. Pour le reste de 5 millions d'habitants qui habitent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, même si ce n'est pas que ces quartiers qui ont été impactés, on le verra avec Marco Oberti. Pour le reste de la société, en fait, qui ne vit pas dans ces quartiers, les drames liés à la police, on en parle en fait une fois tous les 20 ans, quand les banlieues s'embrasent. Donc on en a parlé en 1983. C'est des affrontements entre policiers et jeunes dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, qui déclenchent la marche pour l'égalité et contre le racisme. Il y a pile 40 ans, la marche débute le 15 octobre 1983 à Marseille. En 2005, ça a été dit, donc je vais vite, la mort de Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois, déclencheur des révoltes qui ont embrasé les quartiers populaires pendant 3 semaines, donc des émeutes beaucoup plus longues et qui ont touché les bâtiments dans les quartiers, alors que là, on a eu des émeutes beaucoup plus courtes et qui se sont attaquées aussi à des bâtiments en centre-ville, en dehors des quartiers. Et puis donc là, 2023, la mort de Nahel Merzouk le 27 juin 2023. Les plus attentifs à ces quartiers peuvent citer d'autres événements. Les émeutes de 2007 à Villiers-le-Bel. C'était aussi suite à la mort de 2 adolescents sur une moto qui sont entrés en collision avec un véhicule de police. Ou encore les mobilisations des familles des victimes, comme le collectif Justice et Vérité pour Adama. Adama Traoré, mort le 19 juillet 2016 après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, alors qu'il tentait de fuir un contrôle concernant son frère aîné. Mais disons que pour l'ensemble de la société française, les projecteurs ne se braquent concrètement sur ces drames liés à des interventions de la police que tous les 20 ans. Or, pour les habitantes et les habitants de ces quartiers, ça fait partie de leur vie qu'on parle de mort ou d'emprisonnement liés à des contrôles policiers. Et en fait, on parle de leurs frères, de leurs cousins, de leurs amis. Je donne juste l'exemple d'Asma, qui est une des personnes que j'avais rencontrées dans le cadre de l'enquête de ce livre qui a été cité déjà. J'ai rencontré à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, elle est trentenaire. Et quand elle avait 17 ans, elle habitait au 4000, la cité des 4000 à Aubervilliers, et son ami Karim était mort, 17 ans, à scooter, essayant d'échapper à un contrôle policier.
Asma, elle était bonne élève, elle aidait Karim à la bibliothèque et son décès l'a aussi beaucoup touchée parce que son petit frère s'appelle Karim et elle me dit « ça aurait pu arriver à mon frère ». Cette expérience a été fondatrice dans son engagement pour la prévention de la délinquance et la lutte contre les discriminations dans une association qui s'appelle Zonzon 93 et que j'ai beaucoup côtoyée à Villepinte. Donc, en moyenne, on a 2 morts par mois en France liées à la police. Le dernier rapport de l'Inspection générale de la police nationale rapporte 38 personnes mortes à l'issue d'une mission de police en 2022. Et bon, on ne va pas développer trop tout ça, mais il est vrai que si à l'étranger, ces questions-là font l'objet de discussions, pour donner un seul exemple, la porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Ravina Shamdasani, a fait un communiqué le 30 juin 2023, soit 3 jours après le décès de Nahel, elle disait « La France doit se pencher sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre ». Donc, on en parle à l'étranger, autour de la France, mais en France, les morts liées aux missions de police ne sont pas un problème public, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt tenues à l'écart de l'agenda des politiques publiques et même de l'agenda médiatique. En grande majorité, le cadrage public, politique médiatique qui a suivi les émeutes de juin, et c'est encore davantage le cas aujourd'hui qu'il y a 3 mois, c'est que les jeunes sont incivils, ce sont des sauvages. On ne reprend même plus la description de l'événement qui a déclenché ces émeutes lorsqu'on en parle, la mort à bout portant de Nahel. Voilà, donc sur ce premier point, cette perception très directe, personnelle de l'arbitraire et de la mort possible au coin de la rue, un contrôle d'identité qui tourne mal, et le sentiment que les policiers peuvent agir en toute impunité peut déclencher une colère ingérable, une révolte, une rage. Et c'est ce qui s'est passé dans les premiers jours, en tout cas, en juin dernier. Deuxième point, il existe une politisation ordinaire issue de l'expérience des discriminations. Et cette politisation, elle est beaucoup plus forte et présente qu'on ne l'imagine, mais elle est peu travaillée, peu discutée, elle a peu d'espace où être mise en débat. Ce qui fait que cette politisation latente, elle est hautement inflammable. Et sur ce deuxième point, donc cette question de la politisation ordinaire des discriminations, je m'appuie à niveau sur ce livre donc, qui vient de sortir en poche. Deuxième moment de pub, pardonnez-moi. Ce livre qu'on a mené avec une série de collègues autour de Julien Talpin. On y parle principalement des discriminations raciales, des discriminations territoriales et religieuses. Les discriminations territoriales renvoyant au fait d'être traitées défavorablement du fait d'habiter un territoire qui regroupe des populations pauvres et puis qui sont pourtant sous-dotées en services publics. Donc, sur la base de 245 entretiens biographiques et d'ethnographie d'associations qu'on a menées dans 6 communes populaires en France, dont Roubaix dans le Nord, Vaux-en-Velin à Lyon, près de Lyon, Villepinte en Seine-Saint-Denis, et puis quelques quartiers à l'étranger, nous avançons que les discriminations, notamment raciales, suscitent souvent une politisation ordinaire chez les habitants de ces quartiers. Pour vous donner l'exemple, sur les 245 personnes qu'on a rencontrées, 220 nous font part d'expériences qu'elles ont vécues elles-mêmes ou ont été témoins d'expériences de discrimination. On a récolté ainsi plus de 900 récits de discrimination dans divers secteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur a posé la question suivante. On leur a dit, à votre avis, quelles sont les causes de ces expériences? Là, ce n'est pas les sociologues qu'on dit, voici les causes. On a demandé aux gens de nous dire, à votre avis, quelles sont les causes? Et alors, on a codé ces causes entre d'un côté des causes qu'on a appelées individuelles, c'est-à-dire le fait de dire, j'ai vécu ça parce que les gens sont bêtes, il y a des préjugés, ou bien parce que c'est ma faute, je n'aurais pas dû aller dans cet endroit mixte où je me suis mal comportée. Et de l'autre, des causes qu'on a appelées politiques ou générales. Et le résultat nous a surpris, en fait, parce que près de la moitié des causes de l'expérience discriminatoire qu'on a récoltée sont des causes politiques au sens large. Donc, ça veut dire, on nous a dit, c'est la faute des institutions locales, de la mairie, de l'école qui n'assure pas l'égalité. C'est la stigmatisation des musulmans après les attentats de 2015. C'est les lois, c'est l'histoire coloniale, c'est le racisme dans la police, c'est les médias, etc. Bref, pour près de la moitié des personnes qu'on a rencontrées, elles analysent elles-mêmes leur expérience discriminatoire en des termes politiques, politique étant pris là au sens large. Donc, c'est davantage que nous en faisions l'hypothèse et c'est surtout pas davantage les diplômés ou les personnes engagées dans des associations qui font ce type d'analyse. C'est tout le monde. Donc, ça remet en cause l'idée d'une dépolitisation des habitants de banlieue. Ça remet aussi en cause l'idée qu'il y aurait une conscience sociale triangulaire qui aurait triomphé, c'est-à-dire l'idée que pour les classes populaires, les injustices, les problèmes qu'on vit sont liés à ceux qui sont plus bas, les plus pauvres, les Roms, les migrants, etc.
En fait, ce qu'on a pu voir, c'était que la discrimination contribue à une verticalisation des sentiments d'injustice. C'est bien l'État, les pouvoirs publics et l'espace public qui sont responsables. On a aussi pu voir qu'il y avait une sorte de conscience de groupe, un sentiment d'appartenance lié à ces expériences de discrimination. Bref, on a là une politisation ordinaire, un potentiel de politisation, mais qui reste peu capté, peu travaillé par les collectivités locales, par les partis politiques et par les associations. Et je fais juste un petit point sur cette question des associations. Ces enjeux sont très peu pris en charge finalement par les associations et même par les collectifs d'habitants dans les quartiers qu'on est allé voir. D'une part parce que le tissu associatif est très abîmé par la raréfaction des contrats aidés, les baisses de subventions, la logique d'appel à projet. Et surtout, lorsque des collectifs d'habitants se saisissent de ces enjeux, et on en a rencontré, on a enquêté auprès de 11 collectifs dans les quartiers que j'ai nommés, quand elles le font de manière très discrète, sous peine de forme plus ou moins directe de répression, c'est-à-dire la coupure de subventions. J'y reviendrai tout à l'heure en prenant un exemple parmi nos 11 collectifs étudiés. Donc, les associations d'habitants sont condamnées à ne pas trop en parler, en fait, de ces questions-là pour pouvoir continuer à exister. La radicalisation de la contestation, on peut voir aussi dans le secteur de l'écologie, elle est liée finalement à un problème démocratique assez grave qu'on rencontre en France. Alors, ce n'est pas seulement l'abstention électorale, mais c'est aussi la faiblesse des espaces de démocratie participative en France. Si notre pays est un de ceux qui a le plus expérimenté, notamment ces dernières années en matière de démocratie participative, le partage de la décision, ou du moins l'effet sur les décisions de ces dispositifs laisse à désirer, ce qui décourage les gens à participer. Donc, on a trop peu de communes dans lesquelles débattre et agir sur ces questions est possible en réalité. Pour résumer, on a là un sentiment d'injustice très ancré, une politisation ordinaire, mais peu d'intermédiaires associatifs, politiques et de politiques publiques pour travailler ces questions. C'est un cocktail inflammable. Ce que nous disent en substance les jeunes, c'est « ça ne sert à rien de protester gentiment, de discuter avec les représentants de la ville, de la police, de l'État. Ils ne nous écoutent pas, ils nous méprisent, ils nous tuent, donc on va les attaquer, on proteste par les flammes et on est prêt à aller dans les centres-villes et sur les bâtiments publics. » Troisième et dernier point que je voulais aborder, l'inertie des politiques publiques pour lutter contre ces discriminations et les formes de répression des engagements associatifs, j'en ai déjà un peu parlé sur ces questions. Donc, du côté d'abord des discriminations raciales, comme le dit tout simplement Patrick Simon, en France, la lutte contre les discriminations n'a pas eu lieu. C'est un sujet qui est considéré comme trop dangereux, qui est soigneusement mis de côté. On l'a vu dans les villes dans lesquelles on est allé enquêter. Une parenthèse au niveau national s'était ouverte au début de la décennie 2010, la création de la HALDE, devenue défenseur des droits, des incitations à mettre en place des diagnostics locaux. Plusieurs villes s'en sont emparées, le Blanc-Ménil ou Villeurbanne, mais sans suite. La lutte contre les discriminations, elle figure depuis 2015 parmi les 3 axes transversaux des contrats de ville, un des dispositifs de la politique de la ville, aux côtés de la jeunesse et de l'égalité homme-femme. Donc, on est censé travailler les discriminations liées à l'origine via les contrats de ville. Mais en réalité, dans les territoires, on assiste à une concurrence entre ces 3 thématiques. Et c'est quand même très souvent la question de l'égalité homme-femme ou des jeunesses qui sont traitées dans ces contrats de ville et pas la question discrimination raciale. Voilà, la seule action possible de lutte contre les discriminations réside du côté du droit. L'État français a été plusieurs fois condamné pour contrôle au faciès et en ce moment, une action de groupe portée par 6 associations est en cours sur la question des contrôles au faciès et le port du matricule, avec la saisine du Conseil d'État qui va rendre ses conclusions d'ici 2 semaines. Du côté des inégalités socio-spatiales maintenant et du côté de la politique de la ville, c'est-à-dire la politique mise en place dans les quartiers prioritaires, quartiers pauvres urbains, comme le dit Renaud Epstein, ce que les émeutes de juin révèlent, ce n'est pas tant l'échec de la politique de la ville, mais c'est l'échec de toutes les politiques publiques. Il y a eu un fort investissement sur la rénovation urbaine, sur le bâti, mais les quartiers qui cumulent toutes les difficultés sociales ne bénéficient pas d'un traitement de faveur, loin s'en faut. Les crédits de la politique de la ville ont toujours été limités, inférieurs à 1% du budget de l'État. Comme l'ont montré beaucoup de travaux de recherche et d'évaluation et plusieurs rapports de la Cour des comptes, les moyens alloués à la politique de la ville ne suffisent pas à compenser l'inégale allocution
allocation des budgets des autres politiques publiques, éducation, emploi, santé, sécurité, au détriment des quartiers prioritaires. Pour le dire dans un langage plus simple, ces quartiers restent sous-dotés en matière d'enseignants, de policiers, de médecins, etc. Donc, la politique de la ville est insuffisante, elle est particulièrement boudée ces dernières années. Les contrats de ville qui étaient prévus pour durer de 2015 à 2020 sont toujours en cours. On attend toujours de savoir quand est-ce qu'il y aura la prochaine mouture. On parle de printemps 2024. Le comité interministériel des villes est attendu depuis des mois. Il a été maintes fois repoussé. Il va avoir lieu finalement lundi prochain à Champoux-les-Vignes dans les Yvelines. Pour terminer, je voudrais dire que face à ces formes de carence finalement des politiques publiques, et encore, je n'ai pas parlé de la réforme de la police qui est encore tout un sujet, et face à ces carences des politiques publiques, on a des difficultés associatives et même des formes de répression de ces associations qui se chargent de ces questions. Je l'ai déjà dit, on le voit aussi avec des associations écologiques. On constate que le monde associatif connaît une dégradation de ses relations avec les pouvoirs publics, et ce depuis les attentats de 2015 en réalité. On a des coupes de subventions, des refus de prêts de salles de réunion, des attaques juridiques, des amendes, des choses comme ça. Et cette dynamique autoritaire, elle s'est accentuée avec le vote de la loi du 24 août 2021, qui conforte le respect des principes de la République. C'est la loi dite séparatisme. Et comme le dit mon collègue Julien Talpin, cette loi vient avec l'extension des motifs de dissolution administrative et la création du contrat d'engagement républicain. Cette loi vient institutionnaliser la défiance des institutions à l'égard des associations. Et donc, pour terminer, je prendrai juste un exemple qui est issu de notre enquête collective à Vaux-en-Velin, donc le quartier du Mas du Taureau. Il y avait un collectif Policité qui s'est créé, qui est né d'une alliance entre une salariée du centre social, issue d'immigration, des jeunes du quartier du Mas du Taureau et 2 chercheuses universitaires qui travaillent juste à côté du quartier dans une école qui s'appelle l'ENTPE. Voilà, et donc ils ont fait toute une enquête collective d'abord sur les discriminations et sur les rapports police-population. Ils ont fait pas mal de démarches de démocratie participative. Ils ont organisé une conférence de citoyens entre policiers et jeunes, des visites à Montréal et à Londres pour voir comment la police s'y prenait ailleurs, la mise en place à Vaux-en-Velin d'une carte de droits et devoirs à montrer et à discuter avec les policiers en cas de contrôle au faciès. Mais tout ça, c'est soldé pour aller vite par des problèmes, au bout d'un moment, des soutiens de certains dans la police, mais aussi des problèmes localement. La garde à vue d'un des jeunes impliqués dans cette association, la mise en cause de la démarche et des soupçons, des enquêtes diligentées par le ministère de l'Intérieur. Cette démarche serait trop politique, peut-être communautariste, on ne sait pas trop. Mais en tous les cas, voilà un exemple de démarche tout à fait intéressante, de dialogue, de discussion, de formulation de propositions pour améliorer la situation, qui se solde par de la suspicion et par une invitation à stopper leurs ardeurs. Plusieurs exemples similaires sont dans notre livre, à Roubaix, à Lormont, près de Bordeaux, des mutations de la directrice du centre social, des coupures de subventions, etc. Donc voilà, pour conclure sur une touche peut-être moins noire, moins déprimante, nos enquêtes, elles montrent que cette politisation latente, elle peut développer, que les personnes peuvent développer leur pouvoir d'agir et que la société collectivement pourrait prendre à bras-le-corps toutes ces questions et trouver des solutions. Et donc, ce développement du pouvoir d'agir de ces habitants, il peut prendre de l'ampleur quand 3 choses arrivent. D'abord, quand il y a un travail militant de longue haleine, d'agents de services publics, de militants associatifs, d'enseignants ou autres, au plus proche du quotidien des gens, en s'appuyant sur les leaders du quartier, les gens qui nous ressemblent et qu'on connaît. Deuxième élément, des formats d'engagement participatif horizontaux portés sur l'action pour améliorer le quotidien. Il s'agit de faire des choses plutôt que de parler d'idéologie. Puis enfin, je terminerai là-dessus, il faut que les politiques publiques, les élus, aussi les scientifiques, je pense, écoutent. Et pour cela, il faut aller vers les gens et prendre le temps de construire avec eux des recherches participatives, par exemple, et des recherches de solutions. Bref, que tout le monde prenne en charge ce problème des discriminations territoriales, raciales, religieuses, au lieu de les mettre sous le tapis, et soutienne les associations qui travaillent sur ces questions politiques liées à ces injustices. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Marco Auberti et juste lancer le PowerPoint. Ok, je vais une minute. Oui.
Vous entendez là? OK. J'y vais? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, je pense, comme Marion, que c'est important de prendre le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'amnésie, comme ça a été le cas aussi après les émeutes de 2005, et on ne peut pas rester indifférent à des événements de cette nature-là. Alors, le point de départ, c'est un travail que nous sommes, je dis nous sommes en train de mener avec Maëla Guillaume-Le Gall, qui consiste, si vous voulez, à essayer, à partir d'une approche plutôt socio-territoriale, j'y reviendrai, à regarder celle de 2023 à l'image de 2005, pour voir, puisqu'il y a sans doute un intérêt à comprendre, même si les contextes sont différents, ce que dit la comparaison. Et en essayant, vous allez le voir, j'espère que j'arriverai à vous le montrer, de casser une image homogène de ce qui s'est passé en fin juin, début juillet en France. Il y a beaucoup de différenciations territoriales, mais pas simplement, et donc avoir une vision un peu plus nuancée. Alors, je voudrais revenir avant sur ce que tu as indiqué aussi sur l'importance des réseaux sociaux. Donc, peut-être que ça fera d'ailleurs l'objet d'un autre séminaire de la part de l'école urbaine, mais c'est décisif et ça marque aussi… Enfin, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a à la fois une similitude avec l'élément déclencheur de 2005, donc les deux jeunes poursuivis par la police qui essaient de leur échapper et qui sont électrocutés, et Naël abattu d'une balle dans le thorax à Nanterre. Mais la grande différence, c'est que vous êtes tous il y a beaucoup de jeunes dans la salle, c'est qu'en 2005, WhatsApp n'existait pas, TikTok non plus, Instagram, Snapchat, aucun. Et donc, il faut bien comprendre qu'il se passe deux choses au moment où la vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux. C'est que, première chose, ça vient contredire la première version officielle de la police, qui disait autre chose que ce qui s'est passé réellement. Et donc, deuxième élément, qui n'était pas le cas des émeutes de 2005, c'est d'emblée, et avec une intensité qui n'est pas comparable à celle de 2005, une vision qui renvoie à l'impunité, aux violences policières et au racisme, qui va s'imposer et devenir la grille de lecture de ce premier temps. Donc, j'insiste là. Le deuxième élément dont on parle peu des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont été un instrument très efficace d'organisation des rassemblements, des cibles, mais aussi de l'alimentation en mortier, etc. Ça a été aussi, dans un deuxième temps, un élément d'organisation, de structuration des rassemblements et des pillages, etc. Et enfin, je crois aussi, alors peut-être que je vais être un peu provocateur, mais c'est pour vous faire réagir par la suite, mais je me suis beaucoup interrogé. En fait, j'ai eu la chance de récupérer pas mal de vidéos de Nanterre pour différentes raisons. Et j'y vois aussi une sorte d'esthétisation de la violence urbaine. Ce qui m'a beaucoup frappé dans un certain nombre de photos, de vidéos, c'est la façon dont certaines scènes, des tirs de mortier avec des paysages urbains de bars dans le fond, la rangée de CRS lourdement équipés, etc., comment un certain nombre d'images, de vidéos travaillaient aussi un peu dans la logique du film Athéna, vous voyez, à quelque chose qui donne une dimension esthétique, et je le dis de façon très provocative, à la façon de mettre en scène ces moments-là. Alors, j'en arrive peut-être au point essentiel, donc, qui à ce stade-là est une hypothèse, et moi j'aime bien profiter des moments comme celui-ci pour tester des hypothèses. C'est, si vous voulez, qu'il y aurait eu d'abord ce que j'ai envie d'appeler un temps émotionnel, peut-être que tu peux passer après un diapo, c'est-à-dire qui est un temps qui est essentiellement francilien, avec Nanterre comme épicentre, un élargissement à la banlieue, puis très rapidement la banlieue lyonnaise. Et c'est un temps de réaction, je dis émotionnelle, qui est très lié, et c'était vraiment le cas à Nanterre et dans des communes limitrophes, à la façon dont cet acte était interprété comme un acte raciste, de pure violence policière, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on le voit ici dans la cour, c'est dans les métropoles, c'est dans les banlieues des métropoles que ça se concentre. Et ce qui est intéressant, je voudrais insister aussi sur ce point-là, c'est que ce premier temps émotionnel, les 2 premières nuits, ça mord un peu sur la troisième, c'est que c'est un temps qui va agréger des catégories très différentes, des travailleurs sociaux, des parents, des militants antifascistes, des jeunes, des élus, des habitants, etc., etc. Ce qui ne va pas être le cas
de la deuxième séquence dont je vais parler après, qui va concerner les petites villes et les villes moyennes. Donc ce premier temps, je le répète, j'insiste là-dessus, il est pour moi très émotionnel, très lié, j'y reviendrai, à ce qui a été dit sur le ressenti des discriminations et à cette politisation beaucoup plus forte dans ces territoires-là de la question de la violence policière, des violences policières et des discriminations par rapport à ce qu'est le vécu, et peut-être que là je fais un pas de côté par rapport à toi, d'une autre jeunesse, celle des très petites villes et des petites villes moyennes, qui parfois peuvent être concentrées dans des quartiers, ou le seul quartier de la politique de la ville, de cette ville-là, mais qui n'ont pas la même mémoire et la même politisation de l'expérience des discriminations et de la façon d'y réagir, soit sous la forme d'émeutes, soit sous d'autres formes. Et d'ailleurs, donc c'est le deuxième graphique. Ce qui est intéressant, après celui-ci, c'est qu'on voit aussi que dans le registre des incidents, affrontements, dégradations, pillages, feux, etc., c'est le premier temps, qui est le temps à la fois très francilien, métropolitain, émotionnel. Il est surtout sur des dimensions d'affrontement, de violence, d'affrontement violent avec la police et de dégradation de biens publics. Comparativement à une deuxième phase, on va être sur d'autres types d'incidents, y compris sur la destruction de commerces et le pillage, où on va voir qu'en termes de traduction territoriale, c'est aussi autre chose qui va se passer. Alors, peut-être la diapo suivante. Voilà. Alors, bien évidemment, là encore une fois, c'est pour vous donner un peu le programme de travail que l'on a avec Maëla. Cette réflexion amène à préciser les choses. C'est-à-dire que quand on fait la cartographie des villes où ont lieu des émeutes, 2005, 2023, on s'aperçoit qu'il y a 3 cas de figure. Il y a des villes où il y a eu des émeutes en 2005, mais pas en 2023. Pas beaucoup, mais il y en a. Villiers-le-Bel, étonnamment. Il y en a. Des communes où il n'y a eu des émeutes qu'en 2023 et des communes où il n'y a pas eu d'émeutes. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, et ça, c'est un programme de recherche, c'est d'essayer de comprendre comment, aussi dans une perspective un peu historique, sur une courte période, mais en lien avec la transformation de certains quartiers, de certaines banlieues, et en particulier en lien avec tout le travail associatif, municipal, paramunicipal, de la politique de la ville, on repère des dynamiques localisées qui peuvent contribuer à expliquer des différences de dynamique émeutière. Je ne sais pas comment dire. Deuxième temps, alors ce deuxième temps, je ne sais pas comment le qualifier, j'espère que vous allez réagir. J'ai envie de le qualifier à la fois comme un temps plus insurrectionnel, au sens de plus chaotique, plus désorganisé, plus éclaté aussi au sens des incidents. Ça part un peu dans tous les sens. On va s'attaquer à des pharmacies, on va piller des pharmacies, le Nike, le magasin Apple, etc. Et surtout, c'est un temps, et là j'ai relu un certain nombre de déclarations au moment des comparutions immédiates, en ayant dans ma tête le clivage territorial dont je vais vous parler, entre l'univers très métropolitain, banlieue métropolitaine et petites villes et villes moyennes, les jeunes qui vont être en comparution immédiate ne parlent pas de Naël. Ils ne font pas, la relation est beaucoup plus ténue avec la lecture émotionnelle renvoyant aux discriminations, aux violences policières et à tout ce qui va avec. Et certains vont plutôt mobiliser l'idée de l'euphorie collective, d'une fenêtre d'opportunité pour exprimer une colère et une rage qui a un ancrage social. Et je reviendrai sur la question des gilets jaunes après, mais on est dans autre chose. Et je force un peu le trait avec vous pour voir comment vous réagissez. Mais pour moi, il y a 2 temps, il y a 2 logiques et il y a 2 univers territoriaux qui vont être lus et interprétés de façon globale par rapport aux émeutes de juin et juillet 2023, mais on voit quelque chose de très différent. Et alors, on le voit ici, par exemple, si vous regardez ce tableau, et je passe à la question des petites villes et des villes moyennes, vous voyez que leur poids parmi les villes émeutières, si on cumule petites villes et villes moyennes, c'est plus que banlieue parisienne. Donc, la présence sur la scène émeutière de ces univers-là, petites villes et villes moyennes, qui n'étaient pas du tout présentes en 2005,
Ça, c'est un fait nouveau et un fait important qui mérite beaucoup d'études. Et je reviendrai à la fin, si vous voulez, pour des propositions de mémoire de recherche pour ceux qui veulent se lancer dans cette affaire-là. Mais il y a quelque chose quand même d'intéressant et vous verrez que c'est ce qui me permettra, ça sera la dernière partie de mon intervention, de faire le lien avec les rassemblements des Gilets jaunes en 2018. Vous verrez les cartes qui sont quand même interpellent sur la façon dont on peut traiter ces territoires-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, au sein de l'ensemble des petites villes et des villes moyennes, celles de cette catégorie qui ont connu des émeutes sont d'un type très particulier. Regardez, il y a simplement dans l'ensemble des petites villes, 11% de villes qui ont un QPV, 73% parmi les villes de cette catégorie-là où il y a eu des émeutes. Même chose si vous regardez les villes moyennes, 91%. Donc, vous voyez bien que, et si on pourrait prendre d'autres indicateurs, vous voyez bien que ce ne sont pas, et c'est pas, je ne vous apprends rien, mais ce ne sont pas n'importe quel type de petites villes et de villes moyennes qui ont connu des émeutes. Mais, encore une fois, et c'est là où je veux vraiment insister sur ce point-là, ce n'est pas parce qu'elles ont a priori, en termes de précarité et d'éléments caractéristiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des éléments, et contrairement à des thèses qui sont maintenant bien diffuses, des éléments qui sont assez proches de ceux qu'on peut trouver dans les banlieues des plus grandes métropoles, pour moi, sociologiquement, ce sont deux univers très contrastés. Ça ne veut pas dire, ça traverse la gauche en France, cette question-là, ça ne veut pas dire que ces deux mondes-là n'appartiennent pas au monde populaire, ce n'est pas ce que je dis simplement qu'il faut être capable de mieux comprendre des dynamiques socio-territoriales pour comprendre aussi ce qui les différencie. Et vous voyez, je fais une toute petite parenthèse, on est en train d'élargir avec deux autres collègues la recherche sur les lycées conventionnés éducation prioritaire. Jusqu'à maintenant, moi aussi, pris par le prisme dominant, je n'ai étudié que les lycées CEP de la Seine-Saint-Denis, des banlieues, des grandes villes. Et là, j'ai dit, stop, je vais aller dans un lycée conventionné Sciences Po, à dominante rurale, dans une situation complètement périphérique. Et on a reproduit les mêmes entretiens que ceux que j'avais fait avec les élèves de première et de terminale des lycées de Clichy-sous-Bois, Bondy, Épinay-sur-Seine, etc. Et dans ce qui m'a tout de suite frappé, et ça renforce ce que je vous ai dit au début, c'est que les jeunes de Seine-Saint-Denis, spontanément, vont mobiliser le registre des discriminations et vont être, et ça rejoint ce que tu disais sur la politisation souterraine ou informelle, on voit bien qu'il y a une conscience aiguë qui est assez forte dans cette partie-là de la jeunesse des quartiers-là, qui n'a pas d'espace pour s'exprimer pleinement, pour vraiment avoir sa pleine portée, par rapport à cette jeunesse à dominante rurale, où ce n'était pas du tout cette grille de lecture qui était mobilisée. Et où leur expérience était plus perçue par rapport à des inégalités, mais beaucoup moins par rapport à des discriminations, ou la question des violences policières. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est quand même très, très important. Alors, du coup, je suis un peu bavard, donc tu me dis si... Bon. Et donc, ce deuxième temps, ce qui est intéressant, et c'est, je ne sais pas si Maëla, je suppose qu'elle est dans la salle, oui. C'est une question que j'ai beaucoup débattue avec elle, où on bute sur les données dont on dispose actuellement, parce qu'on est en train de travailler et d'essayer d'appareiller différentes bases et de les nourrir d'autres sources statistiques. Mais je pense que la question à creuser aussi, c'est cette question du changement de registre d'action entre ce premier temps émotionnel et ce deuxième temps plus insurrectionnel, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, par rapport à la façon dont ce qui n'existait pas en 2005, les pillages ont quand même structuré le deuxième temps des émeutes. Donc il y a quelque chose dans le rapport à la consommation, dans un contexte de forte inflation, de précarité, etc., qui interpelle sur le plan de l'accès à des biens qui, pour une partie des jeunes, sont inaccessibles. Alors, quel rapport avec les Gilets jaunes? C'est peut-être l'autre... Ah non, on revient sur la précédente. Voilà. Vous voyez que, je ne sais pas si elle est là-dessus, ouais, c'est la colonne Gilets jaunes. Vous voyez que là aussi, c'est impressionnant. Si on prend l'ensemble des petites villes, simplement 11% ont connu des rassemblements de Gilets jaunes. C'est 62% parmi celles où il y a eu des émeutes, 14% parmi 13% parmi les villes moyennes, 74% parmi celles qui ont connu des émeutes. Ça veut dire que la majorité des petites villes et villes moyennes
où il y a eu des émeutes étaient aussi des villes où il y a eu des rassemblements de gilets jaunes. Alors, qu'est-ce que ça appelle comme hypothèse? Là, encore une fois, j'insiste, nous, on en est au stade des hypothèses. Moi, je n'affirme rien, je pose des questions de recherche. Première question, est-ce qu'il y a un lien qui pourrait être interprété en termes de diffusion, banalisation, de forme spontanée de révolte sociale que ces jeunes ont pu vivre par leurs parents en 2018, au moment des rassemblements des Gilets jaunes? Est-ce que se transmet ou se légitime ou se diffuse, surtout dans ces contextes-là? Il y a une carte, je crois, tu peux monter la carte. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez, c'est la carte uniquement des petites villes et des villes moyennes, en jaune avec celle où il y a eu émeute pour rassemblement Gilets jaunes, et en rouge, uniquement émeute. Et donc, l'hypothèse, c'est est-ce que c'est une sorte de banalisation, diffusion par ce qu'ils ont vécu précédemment, sans doute pour une part d'entre eux, avec des parents qui ont pu participer au mouvement des Gilets jaunes et qui contribuent à faire de cette forme de révolte, et parfois sous une forme violente, une modalité, somme toute, assez banale de revendication et d'expression d'un sentiment de relégation périphérique, sociale, etc., etc. Et le deuxième point, et là, ça résonne complètement avec ce que tu as dit, c'est que, et j'en remets une couche d'une certaine façon sur ce que j'ai voulu introduire comme différenciation avec les banlieues des plus grandes métropoles, c'est aussi que ce que ça révèle, c'est la pauvreté d'un maillage associatif, paramunicipal, plus ou moins institutionnalisé, qui, encore une fois, dont on ne doit pas, encore une fois, minimiser le poids dans beaucoup de villes de la banlieue. Il y a une épaisseur associative, soit municipale, paramunicipale, soit beaucoup plus éloignée de la municipale. Mais en tout cas, il y a des lieux d'encadrement et d'accompagnement et de conscientisation, parfois, de formes d'inégalité, de discrimination, qui sont beaucoup plus pauvres dans les toutes petites villes et les villes moyennes. Et donc, est-ce qu'on doit s'étonner que le registre et les temps des émeutes de ce deuxième modèle ne soit pas exactement celui des banlieues et des grandes métropoles? Voilà, donc ça, c'est aussi, je crois, une question qu'il faudrait creuser. Alors, peut-être revenir au tableau précédent. Là, je ne vais pas le commenter. Simplement, Maëla va être contente. J'ai eu le temps quand même de tenter la régression sur émeute pour régression logistique, émeute, pas émeute. Et vous voyez simplement, si vous lisez, pour ceux qui sont habitués sur les régressions simples, sans tenir compte dans la première colonne de toutes les autres variables, avoir un QPV, les villes qui ont un QPV ont 44,4 fois plus de chances de connaître des émeutes que celles qui n'en ont pas. Et c'est la variable la plus forte. La plus forte. Et si vous passez aux régressions multiples, où là on raisonne toutes choses égales par ailleurs, vous voyez que, donc, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire le rapport interdécile, le taux de pauvreté, le part de famille monoparentale, etc., etc., les villes où il y a un QPV, dans ce modèle de régression multiple, ont 7,4 fois plus de chances de connaître des émeutes plutôt que de ne pas en connaître. Vous voyez que voilà, il y a quelque chose, là, encore une fois, qui doit être approfondi, mais qui mérite de s'y arrêter. Donc, peut-être si tu reviens sur la dernière la carte après. Voilà. Mais bon, ça, je ne vais pas le commenter, mais je vais simplement, parce que je ne voudrais pas mordre sur le temps de Frédéric, mais bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, je ne pouvais pas faire cette intervention sans parler de la question de la ségrégation. Edmond est là. Et l'un des points du programme de recherche que l'on développe avec Maëla va consister aussi, et là je regarde aussi Edmond, j'espère qu'il va nous donner un coup de main là-dessus, à essayer de trouver la bonne méthode pour étudier et mesurer la ségrégation dans des villes de plus petite taille, ce qui est un enjeu méthodologique important pour à la fois des questions de découpage territorial et d'effectifs de chacune des catégories. Mais vous voyez bien que le fait d'utiliser le QPV, d'avoir la présence ou pas d'un quartier politique de la ville, je ne dis pas que c'est la même chose que mesurer la ségrégation, mais ça nous dit en tout cas que dans ces villes-là, il y a au moins un quartier où il y a une plus forte concentration de certaines catégories que dans d'autres. Mais encore une fois, ça demande à être affiné. Il y a des outils pour ça, mais
il faudra les développer. Et donc là, simplement, ce qui est projeté là, c'était simplement, je me suis dit, mais je vais aller voir, vu que par rapport à 2005 aussi d'ailleurs, ces émeutes ont concerné des très jeunes adultes, beaucoup de majorité de garçons, en fin de collège, lycée, entrée sur le marché du travail ou chômage. Je me suis dit, je vais aller regarder simplement sur ce que j'aime bien utiliser entre, disons, l'IPS moyen et l'écart type des IPS des collèges, émeute ou pas émeute. Et vous voyez, hein, je n'ai pas besoin de vous commenter les graphiques. Vous voyez à quel point les villes où il y a eu des émeutes sont celles qui concentrent les collèges les plus homogènes et les plus défavorisés. Les plus homogènes et les plus défavorisés. Alors, du coup, on va entendre Frédéric Gilly et je vais... Je Tu me commence diras par- quand lancer ouais, la ouais. vidéo? Dans 30 secondes. Bon, bah, très bien. Bonjour à tous et merci de cette occasion de discuter et d'échanger autour de ce sujet. Et j'attends notamment beaucoup, enfin, à titre personnel, de la deuxième partie qui sera l'occasion d'un échange ensemble, parce que je pense que moi, ce qui m'a saisi dans la séquence globale qu'on a vécue depuis la mort de Naël, c'est la disparition aussi rapide de ce sujet dans l'espace médiatique et politique qu'elle avait fait irruption. Et moi, je travaille beaucoup sur les questions de comment est-ce que fonctionne l'espace démocratique. Et autant l'emballement a saisi tout le monde, Marion Carrel en parlait tout à l'heure, autant, enfin, je veux bien qu'après tout le monde soit parti en vacances, ou pas tout le monde d'ailleurs, mais on a eu une rentrée scolaire qui s'est faite sur la Baïa, et aucun lien quoi, entre les deux. Hein. Il y a pas de sujet. Il y a eu une amnésie complète de ce qui s'est passé cet été. Et je trouve ça m'a interpellé. Le deuxième truc qui m'a interpellé, c'est la façon dont toute cette période de la semaine en gros d'émeutes et la semaine qui a suivi, quasiment jusqu'au 14 juillet à peu près. Hein. Après, ça a beaucoup baissé dans l'espace politique et médiatique à nouveau. C'est que le sujet est quasi exclusivement venu sous l'angle émotionnel. Il y a eu très très peu de politisation du sujet, en dehors de la trappe par la question du racisme dans la police, mais qui a elle-même été très vite caricaturée, et d'une façon de le caricaturer le débat qui l'a rendu impossible. Et donc, quand on cherche à comprendre comment et pourquoi est-ce que des jeunes, notamment des très jeunes, sont venus à aller incendier des commissariats, des théâtres, des collèges, des écoles, à mettre à sac des supermarchés, bah, c'est compliqué de comprendre juste en regardant les médias ou même en écoutant les élus locaux. Il se trouve que j'ai beaucoup échangé avec des maires ou des directeurs de services en charge dans les quartiers populaires, notamment de la région parisienne. Et en fait, ils sont un peu dans l'expectative. Donc, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, tout le boulot reste à faire. Je dirais, Donc, merci déjà à tous ceux qui sont en train de travailler sur ça. Et moi, en fait, il se trouve que je n'ai pas meilleure solution pour essayer de comprendre ce que ces jeunes ont voulu dire que d'aller leur donner la parole en direct. Je ne l'ai pas fait depuis, il n'y a pas eu d'occasion. En revanche, je me suis replongé dans un travail que j'avais conduit à la demande du département de Seine-Saint-Denis l'année dernière, un an à peu près, un peu plus d'un an avant les émeutes. C'était pendant les élections présidentielles. Et le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, nous dit, en fait, on a un problème, c'est que dans cette élection présidentielle, dans cette campagne, les jeunes sont stigmatisés, les immigrés sont stigmatisés, les banlieues sont stigmatisées, autant dire que la Seine-Saint-Denis est stigmatisée. Et en fait, il me dit, je ne peux pas me résoudre au fait que
ce que représente mon département soit autant discrédité dans le débat public. Et on est allé, avec tout un ensemble de journalistes, de consultants, d'experts, on a mené une campagne d'entretien, une centaine d'entretiens semi-directifs ouverts auprès de 100 jeunes représentatifs de la diversité des territoires, des catégories sociales du département de Seine-Saint-Denis, pour leur poser 3 questions. Si je vous dis la France, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quelles sont les 2-3 priorités dont il faudrait qu'on s'occupe à l'occasion de cette élection présidentielle? Est-ce que vous irez voter et pourquoi? Ce que je vous propose, c'est 4 minutes 40 d'extrait. Il y a 30 heures de rush. Qui veut, j'ai compris qu'on faisait le marché sur qui veut venir les étudier. Les rushs sont tous stockés. Vous pouvez y avoir accès et bienvenue. Je vous propose d'écouter ce que ces jeunes nous ont dit l'année dernière, 1 an avant les émeutes. La France, pour moi, c'est un berceau de plein de cultures. C'est un lieu où on apprend à vivre ensemble. Je suis fière de notre pays parce que tout simplement, c'est le pays des droits de l'homme. C'est un pays avec des valeurs très ancrées, avec une belle histoire. La démocratie, faut voir l'étymologie du mot, quoi. Le pouvoir du peuple. C'est pas le pouvoir de ses représentants qui pourront après faire ce qu'ils veulent pendant 5 ans avec un mandat. Moi, ce que j'aime beaucoup en France, dans les cités surtout, c'est qu'on est tous soudés, on est tous entre nous, noirs, arabes, blancs, chinois, indiens. Ouais, on est tous ensemble et c'est ça que j'aime bien aussi. Sri Lanka, excuse-moi, Aaron. La France, c'est bien, c'est beau. Bah, c'est mon pays. Et la France, c'est nous, c'est les gens derrière qui passent. C'est la cohésion sociale. C'est les différents territoires qui habitent la France, c'est la beauté. La vision que j'ai au niveau économique de la France, on ne va pas se mentir, ils sont dans les 5 grandes nations. Le peuple en lui-même, il ne voit pas l'apport que ça a d'être parmi les plus grands pays au niveau de la richesse. La France, c'est bien parce que c'est un pays assez ouvert, quoi. Il y a des droits, on a différents droits qu'il n'y a pas dans d'autres pays, quoi. On dit qu'on est libre d'expression, que la France elle est laïque, mais on cherche à tous nous mettre dans des petites cases. Il faut s'habiller comme ça, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas croire en ça, il faut croire en ça. Parce que je suis voilée, que je ne peux pas faire avocate, par exemple. Moi, j'ai eu l'école de la République, hein, j'ai grandi avec. Donc les valeurs de la France, je les ai, je suis française, je suis fière d'être française. J'ai souvent l'impression qu'on essaie de diviser en France, alors que ce n'est pas du tout le ressenti que j'ai dans la rue. Tout va plutôt bien, en fait, en réalité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours. La France, pour moi, à l'heure aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs pays où on peut vivre. C'est un pays qui fait rêver tout le monde au niveau de la gastronomie et au niveau des pâtisseries et tout. Moi, je suis un très très grand consommateur de pâtisseries. C'est un peu une société un peu patriarcale, le vieux français, quoi, avec ses habitudes, ses pensées qui ne bougent pas. La question du changement climatique qui va arriver forcément, mais pas forcément comme on l'entend souvent, juste réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais plus une approche de cette question-là de manière un peu sociale et économique. J'aimerais bien que la France paraisse plus réceptive aux nouveaux projets, inciter les jeunes à écouter ce qu'ils aiment le plus plutôt que ce que le marché du travail va proposer. J'aimerais que la question de la condition des femmes soit au cœur de la présidentielle parce que c'est un réel atout de savoir que on a en fait un pays qui nous sécurise, qui nous rassure quand on est une femme, quand on est un homme. C'est quelque chose, en fait, c'est quand on se sent inclus en fait dans le pays. La France est trop chère pour ce que nos citoyens gagnent. Ça j'ai entendu aucun encore président le dire. Le SMIC au jour d'aujourd'hui, il est à quoi? Il est à 1300, je crois. La question qui devrait être au cœur de la campagne présidentielle, ce serait celle évidemment des inégalités sociales, des thèmes comme le pouvoir d'achat. C'est là, selon moi, que réside toute la frustration, tout le malheur finalement qu'on pourrait trouver dans la population. Demander aux entreprises d'être plus indulgentes quand ils embauchent des étudiants. Être caissière à Lidl ou n'importe. Non, désolé, votre expérience. J'ai 21 ans, quelle expérience? Je n'ai pas d'expérience après que j'ai joué à la caissière quand j'étais petite, oui. Les gens ont besoin d'argent. La plus grande question des Français, c'est ce qu'ils gagnent, leur pouvoir d'achat. Ça me préoccupe parce que je commence à rentrer dans la vie active, sûrement voir mon appartement d'ici quelques années et je ne veux pas non plus me trouver dépourvu de tout moyen. Moi, je suis capitaliste, je suis républicain. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'un salarié, son patron, pourrait avoir 20 fois son salaire. C'est un fait, ça me terrorise.
Des fois, quand je vois des débats à la télé, ça me donne même plus envie de voter parce que je me dis que c'est un petit peu n'importe quoi. Des débats un petit peu violents, des petites piques. Je verrais vraiment deux adultes en fait en train de débattre avec des sujets sérieux. Je suis désolé, mais vraiment, moi, c'est pas dans mes projets d'aller voter aux prochaines élections. J'ai l'impression que globalement, on n'est pas écouté, que ça sert vraiment à rien. Pour convaincre les Français et les Françaises d'aller voter, ce serait de casser le miroir de la télé, des médias, des réseaux sociaux et juste de se voir en vrai. Tout est millimétré, ils savent exactement ce qu'ils veulent dire. Alors que si on se voit en vrai, je peux lui poser une question, mais ça va lui poser une colle. Il va être en mode « Waouh, j'ai pas la réponse, ça j'ai pas vu avec tous mes collègues derrière là, qui sont tous payés avec moi dans la campagne. » La plupart des abstentionnistes, on voit que c'est des personnes assez jeunes. Donc je crois que c'est les 18-25 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas, c'est juste que comme on ne s'intéresse pas à eux, derrière ils ne vont pas s'intéresser à la politique. Avoir des gens comme nous, le peuple, on va dire, au gouvernement. Quelqu'un qui sache le prix d'une baguette, rien que ça déjà. Et là, après, on pourra parler. On pourra aller voter. Là, on vote pas parce qu'on se dit que ça va rien changer à notre vie en vrai. C'est ça qu'on se dit. Mais si demain, il y a vraiment un président qui fait en sorte de changer notre vision des choses, bah, ça pourra nous motiver à voter, que ce soit les élections municipales, les élections présidentielles, toutes les élections en fait. C'est la première fois que je vais pouvoir aller voter et je ne vais pas passer à côté de ça. Les femmes, à l'époque, on s'est battu pour avoir le droit de vote, pour être à l'égalité des hommes. Pour moi, tu as envie de bouger, la France, tu vas bouger tes fesses et tu vas aller voter. Je pense que les jeunes ne vont pas forcément voter parce qu'on ne se sent pas forcément concerné en fait, tout simplement. Pour un jeune, là clairement, dans tous les candidats, on n'est pas au centre de leur intérêt, quoi. C'est pas nous la pièce maîtresse de leur campagne. C'est saisissant quand on écoute ces propos sur les trois terrains, c'est que quand ils parlent de la France, on sent une énorme ambition pour ce pays, pour eux-mêmes, et un énorme décalage en même temps, dans le sentiment qu'il y a que c'est réciproque. Et cette tension entre l'idée qu'on se fait du pays dans lequel on vit, de notre pays, et le sentiment qu'en fait, ceux qui le dirigent considèrent qu'on n'y a pas sa place, ou qu'en l'occurrence, comme le dit la dernière, on n'est pas au centre de leur campagne. On n'est pas, en fait, on est aux marges de leur considération. En fait, ça met une tension démocratique extrêmement violente. Et quand on écoute leurs attentes, ils sont non pas sur des sujets de jeunes, ou des sujets d'immigrés, ou des sujets de banlieue, ils sont sur le cœur des sujets qui auraient dû être au cœur de la campagne présidentielle. Cette enquête-là, dans sa version longue, c'est-à-dire une demi-heure, on l'a diffusée devant 200 jeunes de Seine-Saint-Denis en présence des médias pendant la campagne. Les journalistes politiques sont sortis en disant « c'est le meilleur débat politique auquel j'ai assisté depuis le début et pourtant je suis toute la campagne ». Ils ont des leçons à donner à tous les candidats qu'on suit par ailleurs. Parce qu'en fait, on l'entend un tout petit peu. Ils parlent pouvoir d'achat, ils parlent école, ils parlent droit des femmes, ils parlent droit des minorités, ils parlent pouvoir d'achat, ils parlent inégalité sociale. Et en fait, ils sont systématiquement, les jeunes comme les jeunes de banlieue, particularisés. Et moi, c'est un peu autour de ça que je voudrais revenir. C'est qu'est-ce que dit cette particularisation? C'est-à-dire que j'ai conduit un peu en allant interviewer à Corbeil-Essonnes ou à Cachan, par exemple, des panels d'une soixantaine, entre 60 et 80 jeunes, en leur demandant quelle est leur vision de leur projet de vie. Ils ont entre 16 et 25 ans. Et qu'est-ce qu'ils pensent que leur territoire, l'endroit dans lequel ils vivent, peut porter, leur apporter. Alors, ils disent plein de trucs super intéressants. Hein. Ils veulent pas être footballeurs, ils veulent être notaires, ils veulent être prothésistes dentaires, ils veulent être assistantes médicales, ils veulent être, en gros... et puis surtout, c'est ça qui est assez stupéfiant, c'est l'écart qu'il y a entre ce qu'ils disent, qui est d'une certaine manière assez normal. Si on prend, en fait, il y en a plusieurs. Quelque chose qui revient, c'est je voudrais avoir, alors quand c'est des mecs, je voudrais avoir ma petite femme, 2 enfants, une maison et un chien. Quand les responsables politiques entendent ça, ils tombent de leur chaise en disant mais quel manque d'ambition catastrophique, calamiteux, qu'est-ce qui se passe pour notre jeunesse? Et en même temps, ils ne se rendent pas compte que c'est la vie qu'eux-mêmes mènent.
C'est-à-dire, en fait, ils ont une femme, 2 enfants, un chien, un pavillon de banlieue. Et l'idée que, justement, les attentes sont normales, à la fois sur les terrains, comme on l'a vu, et sur les niveaux des ambitions, elle prend tout le monde à revers parce qu'en fait, elle empêche de traiter normalement une population normale. Et là où ça se tend particulièrement sur la question des jeunes, c'est que comme on est au tout début de leur vie, professionnelle, active, familiale, etc., je dirais, la question du projet, elle est en germe. Alors, il y a quelque chose qui a... j'ai été saisi, comme tu le soulignais tout à l'heure, tout le monde l'a parlé, de la jeunesse des émeutiers. Et si on revient sur les analyses et les éléments explicatifs mobilisés en 2005, il y avait la question de la discrimination sur le marché du travail. Et en fait, j'ai regardé parce que je me suis souvenu d'interventions en public dans 3-4 villes où en fait, c'est depuis 5 ans, ce qui monte quand les jeunes ou les familles, des mamans notamment, parlent des difficultés rencontrées, ce n'est plus du tout la question de l'insertion sur le marché du travail, c'est la question de l'accès au lycée. Et alors, le CEREC a sorti récemment des statistiques, j'ai regardé, et en fait, je trouve que par ailleurs, je travaille beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, sur Corbeil-Essonnes, et Corbeil-Essonnes mène une bagarre de tous les ans en janvier pour arriver à faire scolariser les collégiens dans le lycée. L'année dernière, il y a 100 collégiens qui étaient sans lycée d'affectation, et à la rentrée de cette année, il y a une centaine de gamins des Tarterets qui ont le lycée juste de l'autre côté de la Nationale 7 et qui sont éparpillés dans des collèges, dans des lycées à 15, 20, 25 minutes de chez eux, avec ce qu'on sait des conditions de transport dans la grande banlieue. Et donc, en fait, la question de comment est-ce que la société renvoie de manière, par ces filtres institutionnels, le fait qu'il y a soit de la discrimination, soit des inégalités, mais en gros qu'il y a une barrière, c'est descendu de plusieurs niveaux, quoi. C'est-à-dire que, et quand on regarde, il y a effectivement une inégalité extrêmement marquée entre l'accès au lycée quand on est ou pas en QPV. Il y a un accès, une discrimination ou une inégalité extrêmement marquée post-lycée sur l'accès ou pas en enseignement supérieur. En enseignement supérieur, il y a une inégalité à nouveau extrêmement marquée entre l'accès en CP, en classe préparatoire ou en fac. Et à chaque fois, la différence, elle se fait au détriment des QPV. Et donc, en gros, à la fin des fins, il y a en gros 50% des gamins en terminale qui se retrouvent être diplômés du supérieur quand ils sont dans le pays hors banlieue, hors QPV, et 25% en rapport de 1 à 2 quand on est en QPV. Donc, ces inégalités-là qui étaient auparavant concentrées sur le marché du travail et qui existent toujours sur le marché du travail, elles sont descendues dans le système scolaire avec une conscience extrêmement forte dans les territoires du fait que selon le quartier dans lequel on vit, les inégalités sont programmées dès le collège. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, il se trouve que j'ai fait les mêmes catégories, les mêmes types d'analyses, pas que dans les quartiers populaires. On est allé interviewer en semi-directif ouvert sur les mêmes grilles d'entretien des jeunes de 15 à 25 ans à Annecy ou dans la Nièvre. À Annecy ou à Angers, pareil. À Angers, un jeune avait dit, mais ici, on nous donne moins d'ambition qu'ailleurs. On nous dit clairement, déjà, ambitionne d'avoir un SMIC, ce sera pas mal. Il dit, mais moi, je ne commence pas ma vie en me disant, je vais gagner un SMIC. D'abord, je ne l'aborde pas en termes de salaire, et ensuite, j'ai des rêves plus grands. Et donc, cette question à Annecy, ce qui sortait, c'était la réussite se fait ailleurs, en partant. On est à Annecy, il parlait de Lyon ou il parlait de Grenoble. Alors qu'il y a un tissu professionnel local, mais ils se projettent ailleurs parce qu'ils disent, en gros, ça passe par l'université. Si tu n'as pas un bac plus 4, ça devient compliqué. Et le bac plus 4, il est la plupart du temps pas du tout à Annecy, et ça veut dire de l'argent. Et ça a fait écho de la même manière à des campagnes d'entretien menées dans la Nièvre
au printemps dernier, où on sentait mais exactement la même frustration au moment de commencer sa vie. En gros, les jeunes de la Nièvre rurale et les jeunes des quartiers populaires de Nevers disaient, en fait, on est enclavés, on est désavantagés. Une jeune fille de la banlieue populaire de Nevers qui dit, mais de toute manière, qu'est-ce que vous voulez réussir? C'est quoi votre question, réussir ma vie? De toute manière, je viens d'un endroit enclavé, mon père est plus là, j'ai une mère qui galère pour faire les fins de mois. De toute manière, si je veux aller dans le supérieur, il faut que je parte d'ici et je n'ai pas les moyens. Donc en fait, ma vie, elle est programmée. Je vais essayer de survivre ici. Et en fait, c'était exactement les mêmes verbatims qu'on avait quand on a fait des enquêtes, non pas sur les jeunes des quartiers populaires, non pas sur les jeunes en général, mais sur les Français en général au moment des Gilets jaunes. Je suis très intéressé par le résultat des travaux que tu mènes parce qu'en fait, dans les verbatims, on a exactement les mêmes structures sémantiques quand on enquête auprès des jeunes aujourd'hui sur les conditions de leur réussite que sur les Français quand on leur demande, en général, pas juste les Gilets jaunes, les Français, quand on leur demandait leur point de vue sur ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, comment ils expliquent les Gilets jaunes. Et on a au début les termes d'impuissance, les termes de personne ne soutient nos projets, puis personne ne nous écoute, personne n'écoute nos problèmes, et ça se termine par, quand on fait les mêmes enquêtes 6 mois après la fin des Gilets jaunes, je ressens une forme de rage. C'est un éleveur de chèvres du Morvan, enfin du Morvan, de l'autre côté du Morvan, mais pas la Nièvre, mais le côté vers Saumur, qui dit, pas vers Saumur, vers Châlons, qui dit, même quand je manifeste avec les Gilets jaunes, on ne me donne pas d'autre choix que de me faire tirer dessus. Je ressens de la rage. C'est quoi une démocratie dans laquelle on ne peut même plus parler? Et donc, en fait, la première question que je me pose en voyant ça, c'est comment est-ce que et pourquoi est-ce que cette homogénéité des structures de problèmes et de revendications entre les jeunes des quartiers populaires, les jeunes du pays et les habitants du pays se traduit pas par une homogénéité et une structure collective de revendications et de combat, mais au contraire par une marginalisation de la question, confère ce que je disais au début. Comment ça s'explique et par quels moyens et par quel levier est-ce qu'on a cette marginalisation, alors qu'en fait, c'est exactement les mêmes problèmes qui sont soulevés? Et ça soulève 2 questions derrière. La première, on parlait de territoire, c'est quelles sont les marges de manœuvre des communes dans cette situation-là? Parce que si le problème, c'est un problème de niveau national sur la démocratie et la place des habitants dans le pays, que peut une commune sur la question des jeunes de son territoire? Et le 5e soir des émeutes, je me retrouvais dans l'hôtel de ville de Corbeil-Essonnes et il y a une bande de 30 jeunes qui arrivent. Ils ne venaient pas pour brûler l'hôtel de ville, ils venaient stylo en main pour participer à des ateliers de proposition sur l'avenir de leur ville. Et la confidence que faisait le maire de Corbeil, il dit « Je ne sais pas expliquer pourquoi est-ce qu'on est une des seules villes de l'Essonne dans lesquelles il n'y a aucun bâtiment public qui a cramé, mais sans doute que le fait que depuis 2 mois, on ait rencontré 5000 habitants de la ville et on ait discuté avec plus de 600 ou 700 jeunes, au final, dans des espaces collectifs dans lesquels ils ont pu mesurer que leurs voisins, leurs parents, les acteurs économiques, sociaux et les élus du territoire faisaient corps auprès d'eux, a sans doute aidé à ce qu'ils ne se sentent pas isolés, mais qu'ils sentent à un moment donné que le territoire était solidaire. Et je pense qu'il y a une question de cette nature-là, c'est les institutions locales, est-ce qu'elles sont du côté, entre guillemets, de l'ordre, du dessus, de la hiérarchie, ou est-ce qu'elles sont du côté des habitants pour aller avec eux attaquer des situations de discrimination, de revendication? Je pense que là, pour les élus locaux, il y a une vraie question à se poser. Et la deuxième question, et je m'arrêterai là, c'est hier soir, j'ai re-regardé une archive de Thomas, je l'ai envoyé à Tommaso Vital, de 1989, une réunion publique tournée dans le commissariat d'Évry, organisée juste à côté du commissariat d'Évry, une rencontre entre la police d'Évry et la population d'Évry, en présence du ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Joxe, avec un peu la même structure que ce que je vous ai montré, des interviews d'habitants
et de policiers pour lancer le débat et une discussion horizontale. Les débats qui étaient présents dans la salle en 1989 sont exactement les mêmes, mot pour mot. Il y a un débat sur le racisme de la police, les tensions entre police et jeunes. Si on enlève les vêtements qui ont pas mal changé en 25 ans, si on garde juste les mots, vous pourriez vous dire que ça a été prononcé hier. Et ça interpelle quelque chose, c'est face à des débats structurants et récurrents comme celui-là, comment est-ce que l'État et les institutions de ce pays sont capables de se transformer pour qu'on ne se repose pas dans 25 ans exactement les mêmes questions qu'aujourd'hui. Et là, je pense que ça pose une vraie question sur la capacité collective qu'on a à transformer les institutions de ce pays. Et ça, c'est plutôt un défi que je vous lance qu'une question que je vous pose. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos interventions, vos pistes, vos questions. On va donc maintenant tourner le regard vers vous. Si vous avez des questions, commentaires, il y a 2 micros qui sont sur le côté. Donc, je vous laisse éventuellement vous en saisir. Ou que quelqu'un à côté puisse le passer éventuellement. Et si vous pouvez juste donner votre prénom au moment où vous posez votre question, ou vous faites votre commentaire, ce serait super. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je prépare les concours administratifs en ce moment, donc ça m'intéresse le discours que vous avez aussi sur les collectivités en particulier. J'aurais une question tout d'abord, Madame Marel, la première intervenante. Vous avez dit qu'il y avait un comité des villes qui était prévu la semaine prochaine à Chanteloup. Il a été annulé et il est prévu un nouveau CNR post-émeute dans lequel ils veulent… on ne sait pas trop quoi, en fait, c'est un peu le problème. Et donc, ma question, elle est double. Comment vous analysez la réponse au niveau gouvernemental sur l'espèce de récupération finalement via le CNR de ce sujet-là? Et ma deuxième, c'est la position de la secrétaire d'État à la ville qui aujourd'hui est rattachée auprès du ministre de l'Intérieur. Je pense que juste ça, ça en dit beaucoup. Et voilà, quelle analyse vous faites un petit peu sur la prise en compte de la politique de la ville aujourd'hui, uniquement au niveau de l'État, puisque au niveau des collectivités, quand même, ça a pas mal changé. La dernière intervention l'a prouvé. Merci. Oui, je vais prendre peut-être 3 questions, puis après je vous… Bonjour, je m'appelle Naïma, je suis en master de journalisme à Sciences Po et je suis journaliste pour le Bondi Blog également. En fait, déjà, je voulais revenir sur le terme émeute. Est-ce que vous ne pensez pas que ça dépolitise aussi un peu tout ce qui s'est passé? Parce que, moi, je qualifierais plutôt ça de révolte urbaine plutôt que d'émeute. Du coup, ça, c'est plutôt un commentaire. Et sinon, je suis arrivée 30 minutes après le commencement, donc j'ai peut-être loupé des choses. Mais en gros, est-ce que vous pensez que les médias ont joué un rôle sur la participation qui est beaucoup plus grande, qui a été beaucoup plus grande en 2023 au niveau de certains territoires qu'en 2005? Mais d'un autre côté, comment expliquer qu'il n'y a pas eu de 20 heures de Macron, par exemple, sur ce sujet, alors que c'était quand même voilà, très important, tout ce qui s'est passé? On va repartir ici, puis revenir vers vous. Bonjour. Moi, je suis chargé de mission, chargé d'études en intercommunalité et actuellement sur la rédaction de Engagement Quartier 2030. J'avais une question autour de la politique de la ville et notamment du coup des conseils citoyens et de la démocratie participative. Vous en avez beaucoup parlé. Il y a de la démocratie participative dans les quartiers. Les conseils citoyens font partie des contrats de ville depuis 2014. Sauf que, et on vient de sortir de l'évaluation, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas du tout. Là, pour engagement quartier, l'État impose des réunions en veux-tu, en voilà, pour la moindre virgule qu'on va rédiger. Ça ne marche pas. Donc, un peu naïvement, pourquoi faire de la démocratie participative? Et si oui, comment on l'a fait pour que ça ait un réel impact? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire de la démocratie participative. Voilà. Et au niveau du CIV, on a quand même pas mal d'éléments de réponse avec notamment le pacte du Creusot. Et là, ce qu'on voit, c'est que les éléments qui sont sortis dans les émeutes ne sont pas du tout les éléments qui sont pris en compte par la NCT. Mais voilà. Merci. Donc, une dernière question, puis après, je vous laisse répondre. Ah oui. Excusez-moi, oui, si vous pouvez. Je sais pas si on m'entend. Voilà.
On m'entend? Oui. Du coup, merci pour votre présentation. Du coup, je suis Wafa, je suis doctorante en sciences de l'éducation et je travaille sur les questions du rapport entre enseignement supérieur, construction identitaire et la question des descendants d'immigrés. Et justement, j'avais une question. Vous avez parlé de deux moments, en fait, vous avez séparé un peu, pour Monsieur Auberti, deux moments par rapport aux émeutes ou des révoltes. Et en fait, du coup, ma question, c'est que effectivement, on parle d'un moment émotionnel, mais en fait, même sur la deuxième partie qui concernait moins Paris et proche banlieue, je trouve que se baser sur les comparutions immédiates et ce qui est dit dans les comparutions immédiates, c'est pas forcément le plus représentatif de pourquoi ils ont agi. Et surtout que c'est aussi des populations qui sont elles-mêmes confrontées régulièrement à, peut-être pas directement par rapport à ce qui s'est passé avec Naël, mais aux confrontations avec la police, etc. Donc, c'était aussi peut-être une forme de révolte qui est plus de cet ordre-là que... par rapport à leur expérience et à ce qu'ils ont vécu pendant leur jeune parcours, vu qu'ils sont jeunes, plus que par rapport à uniquement cette question de juste agir pour agir parce que c'est le bruit collectif. Et en plus, s'ils sont jeunes, ils ont peut-être moins aussi accès à l'explication de pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et le deuxième élément, c'était par rapport à ce que vous aviez mentionné aussi sur la répartition en fait la comparaison en fait entre villes et notamment la question des QPV et des zones rurales. Donc, en fait, si les zones rurales vont plus mentionner les questions d'inégalité sociale plutôt que les discriminations, ce n'est pas parce que les jeunes de Seine-Saint-Denis sont plus politisés de manière formelle ou informelle, mais parce que, pareil, ils sont plus confrontés à des éléments, notamment, par exemple, à la discrimination à l'embauche, qu'un jeune de milieu rural qui ne va pas être concerné par le même type de discrimination. Donc, en fait, c'est plus leur expérience qui fait qu'ils ne vont pas avoir le même rapport à l'explication de ces inégalités. Donc, c'est plus par rapport à ça que je voulais réagir. Merci. Peut-être Marion d'abord. Oui, merci pour les questions. Oui, en ce qui concerne la politique de la ville, énormément de ministres se sont succédés, énormément d'hésitation là, ces derniers mois, ces dernières années, voire un petit peu de mise sur le côté en fait de cette politique publique. Donc tout ce qu'on assiste actuellement, je souscris à ce qui a été dit, des réponses qui tardent, des décalages de réunions importantes pour savoir ce que devient de cette politique de la ville, et puis une nouvelle secrétaire d'État à la ville qui est rattachée au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois depuis 40 ans de politique de la ville qu'on a vu ça. Au départ, c'était les affaires sociales, l'équipement, et jamais le ministère de l'Intérieur. Donc c'est vrai que ça dit beaucoup de choses sur la manière le cadrage étatique, gouvernemental actuel qui fait peu de cas en fait de cette question des inégalités socio-territoriales et de la question de la politique de la ville. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur peut-être est-ce que la démocratie participative a un sens dans ces quartiers-là? Je pense qu'il faut effectivement se reposer cette question. Les conseils citoyens qui ne marchent pas, ou dans de très rares cas, il y avait eu un numéro de la revue Participation sur les conseils citoyens qui expliquait que dans certaines villes, il se passait des choses. Mais grosso modo, tant que ce qui se passe très, très majoritairement, c'est que les dispositifs dits de démocratie participative sont finalement des outils de communication descendante, des outils qui ne permettent pas... Une des filles dans le film dit, la première chose qu'elle dit sur ce qu'il faudrait faire, c'est j'aimerais bien avoir des débats contradictoires. Elle ne le dit pas dans ces mots, mais entendre différents points de vue. Lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance des savoirs issus de l'expérience, des savoirs des personnes, les personnes qui habitent ces territoires, qui connaissent par cœur les services publics parce qu'elles les utilisent au quotidien, ces savoirs-là ne sont pas reconnus tant qu'il n'y a pas de croisement de savoirs, en gros. Et tant qu'il n'y a pas non plus de lien qui est fait entre les associations, les collectifs, les groupes et ces dispositifs qui sont trop souvent vus comme des dispositifs pour des habitants pris individuellement et mis comme ça dans des réunions très impressionnantes, mal animées, conçues un peu n'importe comment et qui ne permettent pas finalement à des personnes qui n'ont pas les codes, on pourrait citer Bourdieu ou d'autres, mais qui n'ont pas les codes pour pouvoir s'exprimer. Bref, il faut en fait revenir au rapport qui avait été fait suite à la mission de Marie-Hélène Baquet et Mohamed Meshmash. Suite à 2005, Mohamed Meshmash avait fait tout un travail de tour de France, tour des quartiers et de cahiers de doléances pour les quartiers. Et puis après, 2013,
cette mission sur la politique de la ville, et le rapport s'appelle « Pour une réforme radicale de la politique de la ville », et il y a tout un tas de choses passionnantes sur la participation et sur lesquelles il faut revenir. Donc, c'est parce qu'on s'y prend mal que ça ne fonctionne pas, c'est plutôt ça le message. Et puis, sur les médias, je laisserai peut-être répondre aussi les collègues, mais ce sera intéressant de faire une analyse plus précise de traitement médiatique 2005-2023, quelles questions arrivent, comment c'est traité, à quel moment aussi. Mais il est certain que la bataille sémantique de mots autour de émeute et de révolte est très importante, et que pour beaucoup de personnes, et notamment pour tous les militants associatifs des quartiers populaires, on parle de révolte, dire émeute, c'est dépolitiser les choses. Et après, c'est tout un débat. On parlait beaucoup de révolte proto-politique en 2005. Là, ce terme, c'est des choses qui sont des émeutes ou des choses qui concernent, qui ont du politique en elles. On ne l'a pas beaucoup entendu, ça. C'est vrai qu'on est très vite parti sur émeute, beaucoup plus, et que c'est ce mot qui reste maintenant. Et donc, toute cette révolte, alors qui est différente selon les territoires et selon les jeunes, reste quand même encore à analyser, je pense, et à comprendre et à questionner en allant voir les personnes. Je rebondis juste directement sur... Je pense que sur la question de démocratie participative, on s'y prend très mal, mais surtout, en fait, je pense qu'il y a le système la technostructure crée les conditions pour que tout le monde s'y prenne très mal. Il y a eu une thèse, moi, que je trouve assez formidable de Sina Safadi sur la façon dont les citoyens à Orléans, au quartier de la Source, se font de fait évincer des dispositifs avec des gens de très très bonne volonté, hein, les associations locales, et en partenariat intime avec le service participation de la ville et de la métropole et le service urbain de la ville et de la métropole, qui finissent par sélectionner les citoyens affidés, et qui, dès qu'on montre la tête d'un jeune ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dit « Ah mais lui, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas », et qui met toutes les embûches possibles dans l'organisation, dans le chemin, etc., à ce que la personne soit draftée pour venir participer à une réunion. Et en fait, la technicisation de tous les débats arrange bien tout le monde. C'est-à-dire que ça arrange les associations, ça arrange les services, ça arrange les associations parce que ça les met en interlocuteur direct et unique à la place des habitants. Ça arrange les services parce que ça les met en interlocuteur direct et unique à la place des élus. Les élus, dans cette histoire-là, sont renvoyés à une situation d'arbitrage qui leur convient bien, en fait, parce que ça permet de jouer des pouvoirs. Et tout le monde fonctionne dans un petit espace complètement déconnecté du reste de la population, qui vit dans un entre-soi, en s'appuyant sur tous les systèmes administratifs et politiques pour dire on fait participer, on fait participer, on fait participer. Mais en vrai, rien. Et donc, ça, on l'observe partout. C'est-à-dire que la question de on parle à la place des gens en revendiquant parler pour eux et faire leur bien pour eux, parce que c'est même pas seulement qu'ils n'ont pas de savoir d'usage, on leur dénime. À la rigueur, on pourrait même considérer qu'ils n'ont pas un savoir d'usage. Moi, j'habite dans un endroit, je ne sais pas dans quel sens il faut faire circuler la rue, et même si je balance mon savoir d'usage et d'expertise, peut-être qu'on peut m'expliquer que mon savoir d'usage, il est complètement biaisé. En revanche, il y a un truc qu'on ne va pas pouvoir m'enlever dans une démocratie, c'est que j'ai un savoir de citoyen, j'ai des valeurs, j'ai des visions, et j'ai un droit à la parole, qui ça est inaliénable, sinon on n'est plus dans une démocratie. Et ça, pour le coup, on l'aliène explicitement, en technicisant les choses et en créant les conditions pour que exactement ce qui s'est passé dans tout ce processus-là depuis le début de l'été, mais c'est on parcellise et on évince. Et encore une fois, y compris des gens de très très bonne volonté, y compris des gens très très bien intentionnés avec des très très belles valeurs, sont au cœur du dispositif d'éviction de la parole politique et citoyenne. Donc voilà. Moi je suis, parce qu'après, une fois qu'on a répondu à cette question-là, le décalage entre les critères de la NCT, les critères de la politique de la ville, les critères de ci et de ça, et les attentes de terrain, ça tombe tout de suite. Parce qu'en fait, oui, il n'y a aucun habitant qui parle en critères QPV. Il n'y a aucun habitant qui parle en critères ANCT. Mais si on va les voir avec les grilles de la NCT, les grilles de la politique de la ville, etc., pour leur demander dans quelle case vous rentrez, on ne trouvera jamais la case et on ne répondra jamais au problème. Si on va les voir pour discuter avec eux de leur perception, de leurs ressentis, de leurs valeurs, de leurs ambitions pour leur quartier, et qu'à partir de là, on fait travailler les experts pour construire les grilles qui répondent à leurs problèmes, on a peut-être une chance de s'en sortir. Et ça supposerait
de faire fonctionner l'administration et la haute fonction publique locale et nationale aux conditions des habitants et pas les habitants aux conditions de la haute fonction publique. C'est tout un programme. Merci de répondre donc la question émeute-révolte. On se l'était déjà posé en 2005. Et en fait, c'est toujours intéressant de rapporter ça à la traduction dans d'autres langues. Riots, d'un côté, somos en italien. Et il y a moins d'ailleurs cette question, cette nuance qu'on trouve dans la langue française entre émeute et révolte dans d'autres langues. En fait, moi, mon sentiment, c'est que ça, je le dis sincèrement, ça a plutôt été imposé par le traitement médiatique. Dans la presse, on lit très très peu révolte. C'est le mot émeute qui est le plus mobilisé. Mais effectivement, cette question de est-ce que ça dépolitise ou pas la question, peut-être. Je ne pense pas que l'essentiel se joue là, mais à discuter. Rôle des médias, je passe aussi là-dessus. Sur la question des différences, des expériences vécues en termes de discrimination en fonction des territoires, je suis très très sensible à ça, en fait. Je maintiens mon point de vue, je serais prêt à l'argumenter et le défendre beaucoup plus précisément. Je pense connaître assez bien beaucoup de quartiers populaires de la banlieue parisienne et aussi d'autres territoires ruraux. Et ce qui me frappe, c'est ce que j'ai essayé de dire, peut-être que je l'ai mal dit, c'est-à-dire cette espèce de maillage, l'irrigation dans ces quartiers et surtout une histoire, une mémoire collective des mobilisations, des luttes. Vous voyez, j'habite Nanterre, donc sur la question de la mobilisation et de la mémoire, par exemple, des bidonvilles à Nanterre, de l'immigration algérienne, de toute cette mémoire-là, elle traverse, elle nourrit la politisation des jeunes nantériens. Et c'est vrai dans d'autres banlieues, sur les mémoires dramatiques des violences, de la relégation, de la ségrégation, et tout ce que vous voulez. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait l'équivalent de ce point de vue-là dans beaucoup de petites villes et de villes moyennes. Ça ne veut pas dire que ces jeunes-là ne connaissent pas à certains moments des expériences de discrimination, mais ce n'est pas encadré, accompagné de la même façon, politiquement, localement, et ce qui explique peut-être pour une part, j'en sais rien, ce que j'ai essayé de dire sur les deux temps. Voilà. Donc, et dire que le premier temps est émotionnel, je ne dis pas qu'il n'est que émotionnel, au même titre que le deuxième temps n'est pas qu'insurrectionnel. Et je voudrais prendre un exemple qui m'a beaucoup interpellé parce qu'il se trouve que c'est une ville que je connais bien, Montargis. Montargis, une ville du Loiret, 1h05 de train de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé à Montargis? En une nuit, la rue Dorée, qui est la rue commerçante principale de la ville, a été saccagée. Que des commerces, une pharmacie qui a été pillée, etc. Aucun bâtiment public touché, aucun commissariat attaqué, etc. Comment on interprète ça? Et surtout quand on met ça en contraste avec la nature des incidents qui ont plutôt caractérisé la première phase, où là, l'intensité de la rage dans ce qui était, de ce que l'on voyait de la vidéo a provoqué quelque chose qui draine bien évidemment des tas de choses qui ont été dites par les autres, mais qui se rapporte d'une façon bien particulière à ça par rapport à, me semble-t-il, ce qui se passe dans les petites villes. Mais encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous dis pas qu'à Loriol, Nevers, Auxerre, Montargis, etc., des jeunes ne connaissent pas l'expérience des discriminations. Je ne dis pas ça. C'est après, dans le rapport à ce qui s'est passé de façon plus générale dans la lecture des émeutes. Ok, très bien. Donc, on va prendre d'autres questions. Je sais qu'il y avait une personne au fond qui s'était levée. Donc, allez-y, puis on reviendra à gauche, puis on reviendra à droite. Est-ce que ça fonctionne le micro? Il faut juste parler proche. D'accord, ok. Moi, j'avais une question plutôt sur la dimension sociale et socio-spatiale, parce que, comme on l'a vu, les révoltes ou les émeutes, elles ont aussi un caractère de révolte sociale, et notamment peut-être au contexte d'inflation et de difficultés dans la vie quotidienne, en plus de la dimension de racisme et de violence policière. Et je me demandais si à ce sujet, le fait qu'elle soit beaucoup plus présente qu'en 2005 dans les petites villes, les villes moyennes, la grande banlieue, c'était pas uniquement lié à la diffusion par les réseaux sociaux et tout ça, mais aussi à des mouvements sociologiques, peut-être à des mouvements de relégation
des personnes issues des banlieues populaires. Par exemple, il y a des phénomènes de gentrification ou à la rénovation urbaine qui a fait que ces populations seraient moins présentes et auraient été obligées de se loger plus loin, dans des plus petites communes. Et peut-être, est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait expliquer aussi cette diffusion à des territoires nouveaux? Voilà, c'était ma question. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais revenir sur le sujet des violences policières et notamment de l'institution policière en elle-même. Donc cet été, il y a eu un mouvement de soutien financier massif pour le policier qui a tué le jeune homme. Donc une cagnotte qui a atteint 1,6 million et qui a été transférée donc à sa femme. Donc c'est quand même un soutien assez inédit, on pourrait dire. Il y a eu aussi un communiqué du syndicat Alliance Police, qui est un syndicat très puissant dans l'institution policière, où il parlait notamment d'indésirables, de minorités violentes. Le Premier ministre, du coup, alors je ne me souviens plus comment ça s'est soldé par rapport aux revendications des policiers, mais il y a eu quand même une réception assez... comment dire? Oui, il y a une réception, en tout cas, des revendications des policiers. Et du coup, je me demandais, en fait, qu'est-ce que ça dit de l'institutionnalisation du rapport de force par rapport aux banlieues et aussi de la prise en compte de ces violences policières par l'État, parce qu'on parle beaucoup des territoires et de leur manière de gérer ou en tout cas de mettre en œuvre une discussion, un dialogue avec les populations. Mais voilà, qu'est-ce que ça dit du rapport de l'État avec les populations touchées par les discriminations? Juste, excusez-moi, mais vous êtes la 5e à parler, 6e à parler, et pour le moment, il y en a, sauf si je me suis trompé sur votre âge, il n'y a aucun d'entre vous qui a adopté la moindre référence personnelle sur son ressenti de ce qu'il a vécu. C'est des jeunes comme vous, peut-être pas vous, je ne sais pas, mais c'est des jeunes, normalement, a priori comme vous, qui étaient dans les rues. Je suis étonné par le fait qu'aucun d'entre vous, pour le moment, n'ait mobilisé le registre de l'expérience personnelle. Oui, je peux en rajouter sur ce que vient de dire Frédéric. Au moment de notre bouquin sur les émeutes de 2005, il se trouve il y a eu peu de temps après le mouvement anti-CPE, d'accord, donc de la jeunesse plutôt universitaire. Et c'était frappant de voir à quel point, et ça peut-être qu'on pourrait là aussi renvoyer à Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, de voir à quel point, donc dans le livre, on essaie de regarder à 6 mois d'intervalle les émeutes de 2005 et le mouvement anti-CPE de la jeunesse universitaire. Aucune connexion entre les deux. Aucune. Comme si la distance sociale et spatiale des deux jeunesses était telle qu'il n'y avait pas de terrain d'entente, il n'y avait pas de mobilisation commune. Et donc, c'est vrai que la question se pose, et je reviens à la question de la ségrégation scolaire que j'étudie depuis 15 ans. Je trouve qu'il y a, derrière tout ça, il y a beaucoup de questions qui se jouent sur la capacité à accepter, à cohabiter dans une plus grande diversité, dans les quartiers, à l'école primaire, au collège, au lycée. Et quelle est la situation? Quelles sont les tendances? Regardez, dans les papiers qui sont récemment publiés, c'est que ça ne cesse, l'écart, disons, la contribution à l'explication globale de la ségrégation scolaire de l'enseignement privé en France ne cesse de croître. Ne cesse de croître. Donc, qu'est-ce que c'est une société qui, d'un côté, légitime des formes de répartition et d'isolement des différentes composantes de la société française, et de l'autre, veut nous tenir des discours sur l'intégration, la cohésion sociale, etc. Donc moi, franchement, par rapport à ce que tu disais sur l'école, c'est fondamental. À partir du moment où, sur cette question-là, une société qui ne cesse de mettre en avant le modèle républicain d'intégration, on fait le constat que d'année en année, la ségrégation scolaire se maintient, voire se renforce, et que la contribution du privé à cette ségrégation est de plus en plus forte. Qu'est-ce qu'on fait? Pape Ndiaye a essayé de lancer une réforme impliquant davantage l'enseignement privé sur cette question-là. Résultat des courses, il n'est plus ministre. C'était pas pour vous empêcher de parler, c'était pour vous inviter au contraire
à aller plus loin dans votre interpellation. Oui, c'est pour dire qu'il y a de légitimité aussi des savoirs issus de l'expérience, comme le disait Marion Carrel. Et donc, si vous voulez prendre la parole, voilà, ça s'est un peu organisé autour des micros. Donc, je vais revenir vers le micro qui est à ma droite Oui, pour la alors, du prochaine coup, question. je suis petite. Du coup, je ne vais pas parler de mon expérience, parce qu'en 2005, j'avais 5 ans. Et de manière un peu peut-être dure, mais parfois, je pense qu'à Sciences Po, on n'est pas les meilleurs pour parler de l'émeute dans les QPV. Enfin, je le pose comme ça. Mais ça fait un peu sens à la question que je voulais aborder, c'est que dans un autre mode de violence urbaine, que je préfère au terme d'émeute, la question de la réforme des retraites, qui n'a pas été forcément évoquée, je ne sais pas si c'était volontaire, mais qui était une autre sorte de mobilisation et dont je pense qu'on peut retrouver quelques liens avec la première phase que vous évoquiez, sur la phase émotionnelle et de prise de parole, et même peut-être plus largement de la question de la crise démocratique qu'on entend un peu à tout va. Et donc moi, c'est ça aussi que j'ai envie d'interroger dans la jeunesse. C'est un petit peu aujourd'hui la représentation de comment chaque jeunesse, parce qu'il n'y a pas qu'une jeunesse, se saisit aujourd'hui de ces enjeux et de ces outils, que ce soit par les émeutes, j'aime vraiment pas ce mot, par les violences urbaines, et certaines jeunesses ont plus à perdre que d'autres, ce qui fait que typiquement je n'étais peut-être pas dans le public qu'on pouvait retrouver dans ces émeutes, notamment dans la deuxième phase, parce que je n'étais pas autant confrontée aux discriminations que dans un QPV, etc. D'une, ce n'était pas forcément ma place. Je pouvais être alliée, certes, mais ce n'était pas ma place et je n'étais pas directement concertée. Et de deux, ça a été une appropriation par les personnes directement touchées, comme l'a dit Madame, qui le vivent au quotidien et qui ont eu un créneau politique et un créneau médiatique très court pour pouvoir en parler. Et je voulais aussi revenir sur l'aspect un petit peu fulgurant de cet événement tragique, mais qui s'est très vite étouffé et qui aujourd'hui, on a pu le voir avec un petit peu la même chose, Eddie, où la vidéo a été sortie par le média Mediapart, d'une violence, encore une fois, des violences policières, qui finalement n'a pas fait non plus autant de bruit que ce que ça aurait pu réamener dans les émeutes, et du coup questionner un peu cette approche qui, moi, je trouve assez inquiétante, que finalement, peut-être, on commence à se taire et on commence à ne plus être aussi révolté et à être sur un côté un peu fatidique de les violences policières, c'est là et finalement, on n'y peut plus grand-chose. C'est très pessimiste. J'espère que la question, ce sera non. Donc, on va prendre une quatrième question à gauche, puis permettre aux participantes de répondre, puis revenir vers les micros pour la dernière séquence de questions. Allez-y. Pour Clovis, ancien étudiant de l'école urbaine. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants pour cette table ronde. Moi, j'aurais deux questions succinctes. La première concerne justement l'impact qu'a eu ces émeutes sur les personnes qui n'ont pas été impactées directement par ces émeutes. Donc, des gens comme par exemple moi qui ont suivi un peu de manière lointaine par les réseaux sociaux et par les médias ces émeutes. Vous avez parlé, Monsieur Gilles, un peu d'une amnésie totale au sujet de ces émeutes après les vacances. Et c'est vrai que moi, si je prends ma situation personnelle, ça a généré beaucoup de discussions dans ma famille ou entre amis au moment de ces émeutes. Et puis maintenant, plus rien. Et donc, est-ce que est-ce que ça quel impact ça a sur cette partie de la population française? Et la deuxième concerne la banalisation de la violence comme outil d'expression qui a été assez visible dans ces émeutes, notamment chez les plus jeunes. Comment l'expliquez-vous, cette utilisation massive de la violence, et comment placeriez-vous le rôle des réseaux sociaux dans une possible simulation de cette violence? Je vous remercie. Qui a envie de répondre en premier? Je ne sais plus où vous êtes passé. La fatalité ou le pessimisme que vous évoquez à la toute fin est, à mon avis, à remettre en lien direct avec le sentiment de violence comme seul outil d'expression que vous évoquez. Vous répondez très bien, je trouve. Enfin, c'est ce qu'on entend systématiquement dans les interviews et les témoignages recueillis au fur et à mesure des dernières années dans le pays.
c'est ce double sentiment qui monte. C'est des gens qui se disent, en fait, mais on a, sur un sujet complètement différent, qui est le devenir des territoires ruraux, les habitants des territoires ruraux disent, quand on les interviewe en longueur, on a le sentiment que depuis quelques dizaines d'années, nos territoires sont en train de partir dans la mauvaise direction. On a beau le dire, on a beau faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, on a l'impression que rien change. Soit on est déconsidéré, soit nos élus nous disent qu'on n'a pas de pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, quand soit vous avez le sentiment de ne pas avoir de pouvoir parce que vos élus ne vous écoutent pas ou agissent dans d'autres directions, soit de ne pas avoir de pouvoir parce que même quand vos élus vous écoutent, ils vous disent qu'en fait, eux-mêmes n'ont pas de pouvoir, ben c'est qu'on vous n'avez plus de levier d'action. Donc, quand vous n'avez plus de levier d'action à l'intérieur d'un contrat social basé sur la capacité d'interpellation, il n'y a plus de contrat social. Quand il n'y a plus de contrat social, la violence revient. C'est très mécanique comme façon d'expliquer, mais quand on va chercher les registres sémantiques mobilisés par les uns et les autres, la ligne est assez directe entre fatalité démocratique, aucun levier d'action. Résultat, je déroge à la règle de base de la vie en collectivité qui est tu ne tueras point, quoi. Mais c'est vraiment extrêmement puissant. Quant à la question de la place de la police, je pense qu'en fait, on a des institutions aujourd'hui qui sont sans repère. Et donc, à partir du moment où elles sont sans repère, elles intègrent assez mécaniquement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand vous êtes sans repère, il y a un moment donné, il n'y a que la force qui permet de tenir le contrat social ou les similitudes de liens. Et donc, en gros, vous dépendez de plus en plus, de manière essentielle, de ceux qui sont capables de vous garantir l'ordre. Ça, c'est ce qui arrive quand on n'est plus capable de débattre. Donc, c'est pour ça que la question de la capacité de débat, de démocratie est fondamentale. Et là, on a un écart assez puissant. Vous parliez des médias. On a un écart assez puissant entre ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe dans la sphère médiatico-politique. C'est tombé sur un sondage commandé par Destin Commun juste après les émeutes de juin, pardon. Il était conduit en juillet, où 50% des Françaises et des Français sondés sur un panel de 1000, disaient être sensibles, j'ai noté le mot, il disait être sensible à l'hostilité, enfin, il disait il se reconnaissait dans la phrase « L'hostilité envers les jeunes des quartiers populaires m'inquiète ». 52% de la population sondée. Parmi ces 52%, 80% se reconnaissaient dans une autre question par ailleurs qui était « Je suis inquiet par l'hostilité envers les policiers ». C'est les mêmes. Les mêmes qui se disent inquiets envers l'hostilité envers les policiers et l'hostilité envers les jeunes. Or, toute la classe médiatique et politique a organisé une confrontation entre les jeunes et les policiers. Et la majorité de la population française dit, en fait, halte au feu, parlons-nous, quoi. Et cet espace-là, il est super exigeant à construire, mais c'est ça qu'on attend normalement de nos institutions, c'est de nous sortir de l'espace de violence. Et aujourd'hui, comme elles ne sont pas sûres d'elles-mêmes, elles nous précipitent dedans. Oui, pour compléter, mais il y a encore des questions là-dessus, sur la question de la résignation des citoyens, de l'amnésie. Effectivement, c'est une grande question et je pense que là, il y a une responsabilité aussi, alors on pourrait parler avec des grands termes du style les privilèges épistémiques, les privilèges de certains qui peuvent avoir accès à la parole, à un certain pouvoir de pouvoir s'exprimer, par exemple nous à la tribune aujourd'hui, et d'autres, et qu'il y a cette question de la possibilité de s'exprimer en citoyen. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit, ce déni de citoyenneté qui pèse sur les personnes concernées, déni de francité pour certains, déni de citoyenneté lié à la pauvreté, ça a été dit, et historiquement être pauvre c'était être déchu du droit de vote, en fait il fallait payer le sens pour voter. Donc, voilà, les jeunes, les étrangers, les femmes, les pauvres et les minorités
voilà, vivent un déni de citoyenneté qui est tout à fait terrible. Et je pense que c'est un des torts et un des risques de la démocratie participative, de l'empowerment dans sa version néolibérale, comme dirait Marie-Hélène Baquet, c'est de penser que la solution réside chez les gens, uniquement chez eux, et donc de reporter la faute, la responsabilité, mais aussi les solutions uniquement à la population et au peuple. Et donc, quand je parle de responsabilité aussi de ceux qui vivent le privilège de n'être ni noirs, ni arabes, ni pauvres, ni habitants dans ces quartiers sous-dotés en services publics, etc., c'est d'œuvrer à ce que ce débat dont parlait Frédéric puisse se faire et donc construire des espaces de discussion qui ne soient pas de la communication, qui ne soient pas de la technostructure qui filtre toutes les paroles, mais qui soient réellement du débat, de la discussion, du lien à la décision, bien sûr, tout ça. Et puis sur la dimension sociale et socio-spatiale et sur les violences policières, très rapidement, une des filles le dit dans le film, ce qu'il faudrait, c'est que nous, on soit représentés. Donc il y a cette question, alors, je ne sais pas s'il faut faire comme les quotas parité hommes-femmes en politique ou alors même dans les dispositifs de discussion, de débats locaux, mais la question de qui accède à la parole et qui accède à des positions de pouvoir est à poser. Et oui, sur la question de la non prise en compte des violences policières par l'État, écoutez, c'est tout à fait dramatique. Effectivement, une terreur, moi je pense, plus qu'une situation où on ne sait pas où aller, une tétanie de devoir toucher à la police, alors que l'ensemble des pays autour de nous disent si vous avez un problème avec les armes, le plaquage ventral, le contrôle aux faciès, etc. Voilà, et ben, on est incapable même d'en débattre en France tellement les pouvoirs publics sont tétanisés à l'idée de se mettre la police à dos. Je pense que les Gilets jaunes ont joué un rôle là-dedans. Les pouvoirs publics sont très, beaucoup trop frileux. Et donc, il va falloir du mouvement social, il va falloir que tout un chacun on se saisisse de ces questions. C'est un devoir, à mon avis, démocratique majeur. Très vite. Simplement sur la question de Simon, moi, effectivement, ce que j'ai essayé de dire, ça va dans ton sens, c'est-à-dire que je pense que derrière ce qui s'est passé dans ces petites villes moyennes, mais aussi pour une part d'ailleurs dans les banlieues, ça a une dimension sociale très forte qui tient à ce que tu dis sur un contexte de grande précarité, d'inflation galopante, mais aussi peut-être, je me suis aussi, mais à titre plus personnel, interrogé dans le fond sur des effets à retardement de ce qu'on a connu avec le Covid. Est-ce que le confinement, j'ai pensé à des gamins, à des collégiens, ou à différentes cohortes qui ont été frappées plus que d'autres par le confinement, couper des liens, surexposés aux réseaux sociaux. Comment tout ça peut-être contribue à ce qu'on vit là, à des périodes très particulières. Et donc la question très importante qui a été posée aussi sur comment est-ce qu'on explique un recours aussi diffus à des formes très violentes, avec des prises de risques aussi de la part des jeunes eux-mêmes. Je pense qu'il y a tout un terrain de recherche qui est là. Et simplement, je voudrais revenir sur… vous avez vu que j'étais très sensible à la question de la ségrégation scolaire, mais parce que je pense que c'est un point central de la façon dont la société française évolue. Vous voyez, là, j'ai été contacté récemment pour vous dire à quel degré de misère on est du point de vue de la réflexion là-dessus. C'est un établissement privé qui m'a contacté, qui a acheté un terrain dans les quartiers nord de Marseille et qui veut développer, donc je dis bien un établissement privé, d'accord, pas public, et qui veut développer tout un programme autour de la mixité dans les quartiers nord de Marseille. Et je me suis demandé, mais comment se fait-il que ce soit un segment de l'enseignement privé qui contacte un chercheur de statut public pour réfléchir à un programme pédagogique et d'infrastructures dans les quartiers nord de Marseille pour lutter contre la ségrégation scolaire et pas tellement les établissements publics. Ça interpelle quand même, hein. Ça interpelle. Donc, dans les dernières minutes qui nous restent, on va prendre les dernières… On peut pas? Ah, je suis désolée. Du coup, j'ai donné un peu un faux espoir aux personnes qui étaient debout. Il y a un cours qui est juste après, donc on n'arrive pas à prendre les questions. C'est un peu décevant pour ceux qui les ont.
Ce que je propose, c'est de terminer la conférence peut-être 5-10 minutes avec les personnes qui auraient des questions et des remarques. Aussi, il y en a qui viennent de loin, qui viennent pas de Sciences Po par ailleurs, donc ce serait vraiment bien qu'on puisse prendre 10 minutes à l'extérieur de l'amphi avec ceux qui le souhaitent. Voilà, et je vais juste laisser un mot à Tommaso. Déjà, merci beaucoup, je fais un mot de conclusion comme ça, mais... Attendez une minute avant de sortir. On a encore une minute. Alors, 2 mots formels et passionnés pour vous remercier d'être venu. C'est le début d'une réflexion. On ne peut pas tout discuter aujourd'hui. Il y a plusieurs points qui sont très sérieux à aborder, notamment autour des inégalités territoriales, mais aussi beaucoup d'autres choses. Je vous rappelle que l'année dernière, on a ouvert l'année académique avec une conférence autour du livre, de discussion du livre de Frédéric sur la promesse démocratique. Et à ce propos, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de vous annoncer que le prochain mercredi de l'école urbaine, en fait, ce ne sera pas le mercredi, mais ce sera lundi à 19 h dans le salon de thèse du campus de Saint-Thomas, car on va recevoir et discuter avec Irachi Asler, qui est la maire de Santiago de Chile, qui nous fait l'honneur de venir nous voir. Elle va témoigner plusieurs choses en termes du travail qu'elle fait pour développer le dialogue démocratique. Ça va résonner avec beaucoup de choses qu'on a discutées aujourd'hui, car comme vous savez, les révoltes et les émeutes à Santiago de Chile ont été très importantes il y a 3 ans et 4 ans. Et la mairesse sera disponible pour une session de partage et de questions et réponses, comme on a fait avec la mairesse de Barcelone il y a quelques semaines. Donc, ça fait partie de cet effort de voir comment gouverner face à des tensions sociales graves,